Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement. Ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. Une fois qu'on a le constat, le discours est très clair et très simple. Juste un monde à 4 degrés où on ne peut pas s'en satisfaire. On est prêt à faire ce que vous voulez, mais juste faites quelque chose. On ne peut pas, en tant que jeune, se projeter dans un monde à 4 degrés. C'est juste endormir tous nos rêves, tout notre futur. Lui, c'est Corentin Bizot, polytechnicien. Il est à l'origine, avec d'autres étudiants, du Manifeste pour un réveil écologique publié cet automne. Corentin est interviewé dans ce podcast avec Claire Renaud, étudiante à la Sorbonne et à Sciences Po. Elle fait partie des Youth for Climate, ces jeunes qui se mobilisent tous les vendredis pour alerter sur l'urgence climatique dans le sillage de la Suédoise Greta Thunberg. Lycéens, étudiants et professeurs sont appelés à défiler car à quoi bon aller en cours dans un monde qui sera détérioré plus tard ? Un appel aussi à réfléchir aux savoirs enseignés aujourd'hui et qui doivent nous permettre de répondre aux crises futures. Le Manifeste pour un réveil écologique pose, lui, clairement les constats et cherche à mettre la pression sur les futurs employeurs de ces étudiants convoités. Un manifeste qui est un succès. Il a été signé à ce jour par plus de 30 000 étudiants, sans doute plus à l'heure où vous écoutez ce podcast. Avec ses compères, depuis quelques semaines, Corentin rencontre des grands groupes, des entreprises du CAC 40 pour discuter de ce manifeste et comprendre où sont les blocages. Claire prépare, elle, la grande grève du climat du 15 mars, mais aussi tous les autres vendredis qui suivront et qui portent à chaque fois une revendication différente. Voici une conversation croisée entre deux jeunes étudiants engagés qui illustrent cette mise en mouvement planétaire. Voici leurs convictions, leurs espoirs, leurs mains tendues. Pour nous soutenir et continuer à découvrir ces personnalités qui nous montrent un chemin, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez ce podcast, partagez-le et notez-le 5 étoiles s'il vous a plu. Cela nous aide et nous encourage. Impact Positif, épisode 16, andiamo. Corentin Bizot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de participer à Impact Positif. Nous sommes également avec Claire Renaud, bonjour. Bonjour. Pour un épisode un peu particulier, nous avons décidé de donner la parole à 2 étudiants pour témoigner de la mobilisation qui se met en place pour le climat. Corentin Bizot, vous avez co-rédigé le Manifeste pour un réveil écologique qui a été publié cet automne par des étudiants de grandes écoles, d'universités et qui est signé à ce jour par environ 30 000 étudiants provenant de plusieurs centaines d'établissements. Claire, vous faites partie du comité Youth for Climate, des jeunes qui ont décidé de se mettre en mouvement aussi pour mobiliser, sensibiliser sur l'urgence climatique. On va revenir en détail sur vos actions. Mais tout d'abord, Corentin, racontez-nous comment s'est passée la rédaction de ce manifeste, donc Manifeste pour un réveil écologique. Vous l'avez rédigé à plusieurs. Ça a été quoi le déclic ? Alors, on était un groupe d'étudiants donc de différentes écoles, à savoir HEC, Centrale Supélec, l'ENS, l'AgroParisTech et du coup l'école polytechnique, qui s'étaient rencontrés parce qu'on faisait tous partie d'assaut environnemental dans nos écoles respectives. Vous étiez déjà engagés à la base ? On était déjà un peu engagés à la base, oui. Et donc, par notre engagement et du coup par les conférences qu'on avait vues, la façon dont on s'était informé, on s'était rendu compte qu'il y avait un gros problème systémique, un mur qui se dressait un peu à l'horizon, ce qui nous a d'abord fait un peu peur. Et puis on s'est dit, comment est-ce qu'on tire un peu la ficelle pour essayer de démêler tout ça ? Et une idée qu'on a eue, c'est d'écrire un texte avec 3 buts. Le premier, c'était en s'accordant au moins sur un certain nombre de points, en posant les constats, en posant un peu le discours, ça permettait de libérer la parole, ça permettait à tout le monde d'en discuter dans ces établissements-là. Ça permettait de fédérer un peu. Le deuxième point, c'était que, sachant que si ça marchait bien, il y aurait potentiellement un impact médiatique, ça permettait de parler du sujet plus largement qu'au sein de la communauté étudiante, et donc d'ouvrir une tribune pour donner le point de vue des jeunes à ce sujet. Et troisièmement, sachant que ces étudiants-là, pour certains, avaient un peu le choix dans leur futur emploi, exprimer le sentiment profond que
au vu du mur qui se dressait et de la conscience de ces grands enjeux, il allait être de plus en plus difficile pour ces jeunes diplômés de s'engager à travailler dans des structures qui ignoraient complètement ces grands enjeux-là. Et donc, pour le dire, il y avait aussi moyen de mettre une pression sur ces structures-là en disant si vous voulez nous recruter, il va falloir bouger. Alors, donc, le mur dont vous parlez, c'est ces grandes entreprises, ces grands groupes qui finalement ne tiennent pas compte de cette urgence climatique que vous décrivez largement dans votre manifeste. Alors, le mur dont je parle, c'est l'urgence climatique, mais aussi du coup l'urgence en termes de biodiversité, l'urgence en termes de finitude des ressources et tous les autres impacts environnementaux qui se font de plus en plus sentir. Alors effectivement, dans ce manifeste, vous écrivez « Nous nous bornons au mieux à l'ignorance, au pire au déni. Nous devons placer la transition écologique au cœur de notre projet de société. » Vous demandez donc aux grandes entreprises de placer les logiques écologiques au cœur de leurs organisations et de leurs activités. Mais dans ce manifeste, vous n'appelez pas à une action précise, on va dire, même si vous proposez une série d'actions à faire pour chacun, avec des renvois vers des experts, des sites, des organisations, pour aider les étudiants à s'aligner face aux grands enjeux environnementaux. Vous n'avez pas peur finalement que ça ne serve à rien, que ça retombe rapidement, comme toutes les alertes finalement des scientifiques depuis toutes ces dernières décennies ? C'est effectivement un risque et c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit pendant la rédaction de ce manifeste. Beaucoup de retours allaient dans ce sens-là. C'est aussi pour ça qu'on a mis en valeur effectivement des moyens d'action, soit à l'échelle individuelle, soit juste dans des... Enfin, c'est toujours à l'échelle individuelle, mais soit par des actes de consommation, soit par des vrais engagements associatifs. On ne voulait pas faire prendre des engagements aux gens très clairs, parce que notre but était aussi de toucher plus largement que la communauté explicitement engagée d'habitude. Donc, là, par exemple, on a, 15% des étudiants de Centrale Supélec qui ont signé le texte. Il n'y a pas 15% des étudiants de Centrale Supélec qui sont des militants écolos affirmés. Donc notre but était de toucher cette communauté-là, au moins de les fédérer autour de quelque chose. Et de susciter le dialogue. Et de susciter le dialogue, oui. Pour essayer ensuite d'aller plus loin, bien sûr. Et dans les effets concrets, en fait, il se trouve que effectivement, on voit déjà des choses se développer, typiquement sur des sujets très concrets comme l'enseignement supérieur. Le fait que ces établissements d'enseignement supérieur-là voient que leurs étudiants s'exprimaient à travers ce texte leur fait beaucoup réfléchir sur le contenu de leur enseignement. C'est pour ça qu'on pousse pas mal le sujet de comment est-ce qu'on enseigne, toujours le mur dont je parlais tout à l'heure, qui est pour l'instant absent des formations de l'enseignement supérieur. Claire, vous avez signé ce manifeste, j'imagine ? Oui. Vous l'avez signé. Ça vous a aidé aussi à vous engager dans Youth for Climate ou pour vous, c'était déjà très clair dans votre tête et vous réfléchissiez déjà à des moyens d'action ? Alors, au moment où le manifeste est sorti, j'étais déjà rentrée dans plusieurs formes de militantisme, mais je pense que c'est important d'avoir des manifestes, de mettre des mots sur des pressentiments, sur des choses sur des informations qu'on a au quotidien, mais de les clarifier. Et je pense que pour certains, de mon côté, mon engagement était déjà affirmé, mais je pense que pour certains, ça peut être un élément déclencheur très positif. Parce que quand vous dites effectivement que c'est absent des cours, ça, on se pose quand même des questions, ça paraît fou. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, des étudiants, en lisant votre manifeste, ont réalisé la situation dans laquelle on se trouvait, ou pas ? Alors, je n'irai pas jusque-là, parce qu'elle est quand même assez présente médiatiquement, la situation. Donc, on en entend parler par les médias. Et puis, on a quand même eu dans le secondaire et dans le primaire une certaine sensibilisation. Nous, ce dont on parle, c'est plus, au-delà de la sensibilisation, un socle commun de connaissances assez dur qui manque pour poser correctement le problème. C'est-à-dire que tout le monde sait que, globalement, le changement climatique risque d'être un problème, mais peu de gens arrivent à doser l'échelle de problème par rapport à tous les autres problèmes qui se posent à l'humanité, disons, et en plus à quantifier, soit à quantifier, soit à comprendre les vraies directions qu'on pourrait prendre pour tenter de le traiter. On est encore loin de cette compréhension-là. Pour l'instant, on peut typiquement sortir d'HEC sans avoir aucune connaissance sur les potentiels impacts du changement climatique sur le monde de la finance dans 5-10 ans.
Sauf à militer, effectivement, ou être engagé dans une association ou personnellement être impliqué. Alors, un acte important vous attend. L'entreprise que vous allez choisir pour débuter votre carrière, elle sera passée au crible de ce manifeste, on l'imagine. D'ailleurs, vous écrivez dans ce manifeste, « Le système dont nous faisons partie nous oriente vers des postes souvent incompatibles avec le fruit de nos réflexions et nous enferme dans des contradictions quotidiennes. À quoi cela rime-t-il de se déplacer à vélo quand on travaille par ailleurs pour une entreprise dont l'activité contribue à l'accélération du changement climatique ou de l'épuisement des ressources. » Donc, qu'allez-vous faire, vous, précisément, et que dites-vous à tous ceux qui ont signé ce manifeste par rapport au choix qui va se présenter à eux? Moi, à titre personnel, je m'oriente plutôt vers la recherche académique. Donc, le choix est assez parfait, simple. Vous allez... donc, en tout cas, ne travaillerez peut-être pas pour une entreprise. Mais ça n'empêche pas de choisir un peu son thème de recherche en fonction de justement ces paramètres-là. Ce qu'on a envie de proposer, c'est aux gens des moyens de justement comment juger. Il y a des labels qui existent, il y a plein de choses qui existent. Il y a des bonnes questions à se poser aussi. L'une d'elles, par exemple... au-delà des mesures présentées sur, d'ici 2020, on aura réduit nos émissions, par exemple, de CO2. Comment est-ce qu'ils se projettent, par exemple, à 20 ans? Parce que très peu de gens font. Des questions à poser en entretien. Soit en entretien, soit à se poser soi-même en épluchant le rapport RSE ou d'autres outils d'information, soit en contactant des anciens qui travaillent dans ces boîtes-là. Oui. Claire, vous êtes en Master 2 à la Sorbonne, vous êtes aussi à Sciences Po. C'est clair dans votre tête sur ce qui va se passer après, justement? Non, pas du tout. Non. C'est vrai que j'ai du mal à me figurer mon avenir professionnel. Je suis à la fois en philosophie, en affaires publiques. Alors oui, la recherche, pourquoi pas, mais en même temps, je me sentirais pas assez active dans les changements à venir. Et en même temps, travailler dans le milieu privé me tente pas non plus. Donc, je ne sais pas. Voilà, vous avez encore un petit peu le temps de la réflexion de toute façon. Ce manifeste, il a donc bien fonctionné, Corentin, à tel point que vous avez rencontré, vous ainsi que les autres membres de votre équipe, des grands groupes du CAC 40. Vous les rencontrez d'ailleurs encore en ce moment. Vous leur avez dit quoi? Et surtout, qu'est-ce que vous attendez de ces échanges? Un changement de pratique, carrément vous dites, le but, c'est pas évidemment de dresser des listes noires d'entreprises, surtout barrées. Éventuellement, c'est pas l'objectif, effectivement, de votre démarche. Alors, mais qu'est-ce qui se passe lors de ces rencontres? Parfois, c'est des grands groupes eux-mêmes qui vous ont contacté. Oui, alors, depuis janvier environ, on rencontre ces grands groupes qui étaient une des entités visées par le manifeste. Ça a un double but pour nous. Le premier, c'est de leur présenter en chair et en os le texte, de dire que c'est bien signé par des étudiants qui sont là et qui sont prêts à venir les voir. Ça, c'est marquant pour eux, ça permet de pousser le message le plus loin possible. Comme ça, on est sûr qu'ils en ont entendu parler et qu'ils peuvent aussi aborder ce sujet dans leur discussion en comité exécutif ou autre. Le deuxième, c'est que souvent, c'est... des anciens des mêmes établissements que nous qu'on rencontre. Et nous, une des questions qu'on se pose, c'est finalement, on n'a rien de spécial, on s'est posé ces questions-là. A priori, vous pourriez vous poser les mêmes. Quels sont vos blocages? On essaie vraiment de comprendre, en fait. Comprendre pour voir comment est-ce qu'après, on peut lever ces freins-là. Comprendre aussi pour poser correctement ce qu'on peut attendre de ces entreprises-là pour... affirmer notre message plus. Donc, on ne va pas les changer du jour au lendemain, très clairement. Mais au moins, on est là pour leur dire, on existe, prenez ça en compte dans votre tableau de bord. Et puis aussi, finalement, au-delà de la pression qu'on peut mettre en tant qu'étudiant, a priori, vous pourriez vous la mettre vous-même, puisque vous avez les mêmes... vous pourriez avoir le même sentiment, a priori. Et vous avez le sentiment d'être écouté? Vous pensez que c'est juste, finalement, peut-être de la com ou... une conversation pour rien. Quels sont d'ailleurs vos interlocuteurs quand vous allez rencontrer ces grands groupes? Ça va du Respo RSE au PDG, parfois des responsables RH, c'est assez varié. Parfois on retourne plusieurs fois pour rencontrer à différents niveaux hiérarchiques.
là encore, de toute façon, vraiment, toutes les entreprises sont très différentes à ce sujet-là. Il y en a qui nous voient effectivement pour être sûr qu'on ne va pas les blacklister. Je pense, on ne sait pas, mais vu la tournure que prend l'entretien, ça ressemble un peu à ça. D'autres qui sont beaucoup plus positifs, qui ont été étonnés en fait en lisant notre texte et qui veulent mieux comprendre et qui veulent voir ce qu'on peut faire ou construire avec eux. C'est un peu une exploration pour l'instant. On n'a pas encore des résultats très clairs. Claire, qu'est-ce qui vous différencie des étudiants des promotions différentes? Voilà, vous êtes engagée effectivement dans Youth for Climate. D'ailleurs, vous allez nous expliquer en quoi ça consiste exactement. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre vous et les autres? Entre ceux qui vont signer le manifeste et les autres? Non, entre votre génération d'étudiants et ceux qui vous ont précédés. Oui, je pense que notre génération a pris conscience des enjeux et que simplement, on serait peut-être les premiers à véritablement subir tous ces changements climatiques, à subir peut-être, pour les plus pessimistes, des guerres, des famines. Enfin, je veux dire, on sera peut-être les premiers à prendre pleinement conscience et aussi à en subir dans notre confort quotidien les résultats du changement climatique. Et Corentin, vous, qu'est-ce qui vous différencie, vous pensez, des étudiants qui vous ont précédés et qui n'ont pas senti l'urgence d'écrire ce manifeste? Je pense que c'est aussi, oui, une question de sensibilisation. L'année avant nous, les programmes avaient changé dans le secondaire. Et il se trouve que notre génération est passée par toutes les... Alors, c'était des trucs assez bêtes, mais des trucs de chimie verte en SVT, en chimie ou en SVT, on parlait quand même un peu de ces enjeux-là. En géographie, on nous parlait de comment nourrir le monde à 9 milliards d'habitants. Et c'était quand même assez marquant, en fait, d'étudier ça et de se dire, en fait... voilà, la façon dont on nous pose le problème dans le secondaire, c'est en fait personne n'a aucune idée de comment on nourrira 9 milliards d'habitants en 2050 et sans émettre trop de gaz à effet de serre. Et en fait, après 4 ans d'études, on se dit, a priori, on nous enseignait ça dans le secondaire, il doit y avoir des gens très intelligents qui ont trouvé des réponses à ça. Et en fait, on a un peu l'impression qu'on compte sur nous pour y répondre. Ce qui nous fait un peu peur et ce qui ne marchera pas d'ailleurs. Donc ce qui nous différencie, c'est une sensibilisation un peu plus tôt. Et c'est très clair que quand... Une prise en compte des responsabilités qui vous attend aussi finalement. Oui. Mais c'est très clair que ça manque dans des générations un peu plus anciennes qui ne mesurent pas exactement l'enjeu parce que juste culturellement, ils ne l'ont pas intégré, quoi. Alors Claire, on l'a dit tout à l'heure, vous faites partie de Youth for Climate. Expliquez-nous en quoi ça consiste et quelles sont vos actions. Ça existe dans plein de pays. On peut dire qu'il y a une antenne française ici. En quoi ça consiste et quelles sont vos actions? En fait, ça consiste, Youth for Climate, c'est simplement une plateforme accélératrice, entre guillemets, de mobilisation. Quand des jeunes nous contactent en nous disant, voilà, j'aimerais faire une grève dans ma ville, à l'image de Greta, tous les vendredis qui fait la grève, moi aussi je veux faire ça dans ma ville. On rentre en contact avec eux, on est l'intermédiaire aussi avec la presse, on leur explique un peu comment sensibiliser les gens, comment faire des tracts eux-mêmes. Et en fait, il y a tout un chantier de mobilisation sur ce sujet à faire ensemble. Voilà. Alors, quelles vont être les prochaines actions de Youth for Climate? On sait que vous défilez, vous appelez à défiler tous les vendredis? Oui, tous les vendredis, on appelle les étudiants, les lycéens, les professeurs à faire la grève, parce que la question qu'on se pose, c'est quel est le sens d'aller en cours aujourd'hui dans un monde qui sera détérioré plus tard, et quel est le sens, comme tu disais très bien Corentin, quels sont les savoirs qu'on nous enseigne aujourd'hui qui nous permettront de répondre aux crises plus tard. Et voilà, nous on fait la grève pour ça, et on appelle aussi au 15 mars à une grève mondiale qui sera, elle, une sorte de summum de la mobilisation pour le climat. Des jeunes partout sur la Terre. Vendredi, vous parliez des vendredis, il y a un vendredi particulier qui a été un peu particulier parce que Greta Thunberg est venue ici en France, c'était le 22 février d'ailleurs, elle a même été reçue à l'Élysée, c'est cette jeune Suédoise de 16 ans qui a décidé de faire grève dans son pays pour qu'il mette sur pied une politique climatique ambitieuse. Alors c'est un personnage assez étonnant qui a réussi à mobiliser mondialement à peine 16 ans. Claire, vous étiez là ce vendredi, qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Déjà, elle m'inspire beaucoup d'admiration, parce que je pense qu'elle
porte un message d'une simplicité extrême qui permet d'être entendue par tout le monde. Elle parle sobrement, elle fait ça à sa mesure, tous les vendredis. Elle a commencé à petite échelle et finalement, tout le monde, il y a eu beaucoup d'engouement autour d'elle. Et en fait, moi, personnellement, ce qui me frappe, c'est la banalité en fait, de ses propos, mais banal au sens pas péjoratif, mais simplement banal au sens simple. Et je pense que c'est ce qui manquait. Et en fait, les scientifiques, des militants écolos qui parlaient du climat depuis des années, peut-être avec le carcan du militantisme ou avec un vocabulaire scientifique peut-être approprié ou qui n'a pas eu autant d'écho. Greta, elle arrive à dire très simplement qu'il faut se mobiliser, que chacun, à sa mesure, peut faire changer le système dans son entier. En fait. Oui, chacun, mais elle interpelle aussi beaucoup les États et les personnalités politiques. Vous, Corentin, comment vous analysez le fait qu'elle ait réussi comme ça, elle, à 16 ans, à mobiliser, à entraîner les jeunes du monde entier, alors qu'effectivement, il y a des associations qui sont là depuis des décennies, qui n'arrivent pas finalement à embarquer autant de monde. Et puis des alertes scientifiques qui s'enchaînent au fil des années. Ouais, je pense que, je suis très d'accord avec ce que disait Claire sur la sobriété de son message, sur le fait que c'est extrêmement simple en fait. C'est un peu, une fois qu'on a le constat, le discours est très clair et très très simple. Juste un monde à 4 degrés où on ne peut pas s'en satisfaire. Du coup, quoi que ce soit qui en coûte, c'est pas ça qu'on veut. Et ensuite, on est prêt à faire ce que vous voulez, mais juste faites quelque chose. On ne peut pas, en tant que jeune, se projeter dans un monde à 4 degrés. C'est juste endormir tous nos rêves, tout notre futur. Quoi. Et pour vous, il y a un avant, un après Greta, ou ça n'aurait rien changé à votre mobilisation personnelle, vous les jeunes? Qu'est-ce que vous pensez finalement de ce personnage? Du point de vue strictement du manifeste, on a commencé à faire des choses à peu près en même temps. Ensuite, faut voir encore comment va se développer la mobilisation. De toute façon, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps de changer le monde. Même en fait, c'est complètement une construction ancienne. Le fait que on dit que les mobilisations écologistes n'ont pas marché jusqu'à maintenant, dans les faits, elles ont réussi à éliminer énormément de freins. Bon, ça a pris 30 ans, mais entre le stade, le constat scientifique, qui est quand même assez abstrait, avant d'éliminer tous les climato-sceptiques, ça a quand même pris 20 ans, mais c'était un travail de longue haleine, et heureusement que les écolos d'il y a 20 ans l'ont fait. De là, ensuite, à éduquer tout le monde, créer des COP, etc., des structures internationales fortes, faire consensus sur ce sujet-là. Le constat qu'on tire aujourd'hui, quand même, c'est que les accords ne sont pas respectés et qu'on n'a plus beaucoup de temps devant nous. Oui, tout à fait. Je ne dis pas qu'on en fait assez. Je dis juste que c'est un processus long et que Greta est peut-être un tournant, mais elle complète, elle n'aurait pas pu émerger sans le travail qui a été fait jusque-là. Alors, 300 scientifiques se sont joints à l'appel de Greta Thunberg. Alors, vous parlez effectivement de ce mouvement qui concerne la jeunesse, mais alors là, il y a des scientifiques qui se joignent à vous. Ils disent qu'ils ont tout essayé pour alerter, mais que rien n'a marché. Pour eux, c'est devenu un impératif moral et politique d'accompagner et encourager cette mobilisation de la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez pensé en lisant cet appel des scientifiques? Est-ce que vous vous dites que, chouette, ça va être finalement un mouvement qui va prendre de l'ampleur semaine après semaine? Oui, moi j'étais très heureuse de voir cet appel des scientifiques et de voir aussi que la recherche se politise, si on peut dire ça, mais qu'ils affirment ce devoir quasiment moral pour sortir de la neutralité du scientifique et vraiment affirmer des choses fortes pour la politique. Alors, des scientifiques qui disent aussi que le fossé n'a jamais été aussi profond entre ceux qui décident et ceux qui pâtiront de l'obstination des premiers. Pourquoi cette obstination des pouvoirs politiques à ne rien voir, selon vous, et comment on explique ce fossé? Je pense qu'il y a un gros élément vraiment culturel de ce que je disais, la différence entre générations. De certaines rencontres qu'on fait, on se rend compte que
on a l'impression qu'ils n'envisagent pas le fait qu'il y a vraiment un mur en face d'eux qu'on risque de se prendre tous. Donc, il y a une part d'éducation. Ils prennent pas le problème par le bout. Il y a aussi tous les impératifs de court terme qui sont toujours très pressants et qui empêchent de se projeter loin. Et si je peux rajouter quelque chose aussi, je pense que c'est un défaut des institutions peut-être qui sont très anciennes maintenant et qui devraient peut-être être repensées d'un point de vue pour améliorer l'aspect démocratique des institutions. Et c'est aussi là où on voit que justice sociale et justice climatique se rejoignent, parce que ce que les Gilets jaunes demandent, c'est aussi plus de démocratie, et ce que les jeunes et les lycéens demandent, c'est aussi des assemblées citoyennes pour prendre des décisions sur le climat, parce que maintenant, c'est les citoyens qui sont parfois plus volontaires pour changer les choses que les politiques. Alors justement, un débat est en cours, c'est le grand débat national dès la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous y participez, par exemple? Est-ce que vous avez contribué en ligne? Est-ce que pour vous, effectivement, vous dites que ça se rejoigne, que les deux, la justice sociale, la justice climatique, tout est lié finalement. Est-ce que du coup, vous prenez part à ce grand débat national? Non, j'ai pas fait ma contribution en ligne malheureusement, mais je la ferai avant le 15 mars, c'est sûr. Et vous, Corentin? À titre personnel, oui, je crois que j'ai contribué. À titre du manifeste, on organise notre propre grand débat avec des signataires, des responsables de l'enseignement supérieur et des responsables du monde de l'entreprise. Alors du coup, c'est la semaine prochaine, mais ça sera de toute façon... Donc avant le 15 mars, vous aurez organisé effectivement... notre grand débat. Donc on ne s'est pas vraiment positionné sur la question justice sociale, dans le sens où on essaye de... ça prend du temps de développer des messages clairs sur chaque question. Là, on est vraiment sur jeunes, avenir du travail, enseignement supérieur. Les questions qui vous concernent. Les questions qui concernent nous et les signataires. Mais de toute façon, toutes les questions nous concernent, mais juste qu'on n'a pas encore un discours clair sur le sujet, donc on préfère ne pas s'exprimer dessus. Mais oui, donc le grand débat, en tout cas, c'est un bon cadre pour... juste parler du sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire du point de vue de libérer la parole, parce que c'est un sujet qui fait peur, et le fait, rien que d'en parler, en fait, fait avancer énormément de choses. C'est le meilleur moyen de se soutenir les uns les autres et d'avancer, quoi. Et de trouver éventuellement des solutions aussi. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que l'effondrement il est proche, comme certains collapsologues comme Pablo Servigne, ou alors vous êtes plutôt la filière Bertrand Piccard, on va dire, qu'on a d'ailleurs invité ici sur Impact Positif, et qui est grand partisan d'une croissance verte. Vous situez où parmi toutes ces mouvances finalement? Moi, je suis pas forcément... je fais pas partie des gens qui sont particulièrement alarmistes ou vraiment sombres dans leurs propos, mais je pense qu'on doit avoir certains arguments de Pablo Servigne sur l'effondrement, sachant que il explique très bien toute la façon dont on est en train de détruire les écosystèmes et chaque secteur Il reste très positif, Pablo Servigne aussi. Oui, d'une certaine... oui, positif, oui. Mais sinon, personnellement, et je pense que... je suis plutôt partisane de ce qu'on appelle la décroissance et pas du tout d'une croissance verte. Je pense qu'il faut qu'on réinvente le système économique en dehors des bornes du capitalisme, et qu'on arrive à une croissance sobre, sans vouloir cet impératif de grossissement du PIB, et que effectivement les émissions de gaz à effet de serre diminuent, et pas qu'on les transforme, et qu'on le transforme grâce à un mix énergétique notre impact. Non, il doit vraiment diminuer de façon drastique. Et vous, Corentin? Moi, à titre personnel, je pense que l'intérêt de l'effondrement est surtout de poser le constat scientifique clair. Au moins, on sait exactement de quoi on parle. Ensuite, à partir de là, les directions à prendre, est-ce que ça veut dire directement effondrement? Est-ce qu'on peut faire des choses pour l'éviter? Je pense que je ne serais pas là si je ne pensais pas qu'on pouvait faire des choses pour l'éviter. Mais de toute façon, je ne pense pas que... Et c'est pour ça que Pablo Servigne a écrit ses livres, d'ailleurs, et donne toutes ses conférences. Non, mais bien sûr, je pense qu'il ne pense pas qu'on puisse rien faire pour l'éviter. Ensuite, dans le niveau
croissance verte, dans notre texte, on dit assez clairement que de toute façon, le PIB, se focaliser sur la croissance du PIB est une des causes, une des racines du problème environnemental. On dit également qu'on souhaite une certaine forme de ralentissement. Ça veut dire effectivement que dans certains cas, et si vous parlez de Bertrand Piccard, ça peut être un exemple intéressant, l'idée d'une croissance à l'infini paraît physiquement très très compliquée. Dans le secteur de l'aviation, là actuellement, le secteur croît de 5% par an, ce qui veut dire multiplication par 2 tous les 15 ans, ce qui veut dire multiplication par 4 d'ici 2050. Si on veut vraiment avoir la neutralité carbone en 2050, ça voudrait dire que il faut à la fois avoir cette multiplication par 4 et avoir la neutralité carbone. Ça paraît, et en plus quand on lit les rapports d'experts sur le domaine de l'aviation, ça paraît très très compliqué et complètement inenvisageable. Donc même si on remplaçait tous les avions par des avions solaires comme celui de M. Piccard, déjà ça prendrait beaucoup de temps de remplacer une flotte. Et en plus, peu de scénarios envisagent Ces avions n'existent pas encore. Oui, donc il faudrait les développer en 15 ans, peut-être, ensuite remplacer toute la flotte, et il serait déjà trop tard. Alors, l'équipe du manifeste, elle s'est agrandie. Vous êtes maintenant une trentaine, je crois. Et vous allez continuer votre travail de sensibilisation à la fois à l'école et dans les entreprises. Je crois que vous allez même mettre au point une grille de lecture pour aider les étudiants, effectivement, à faire les bons choix dans leurs entreprises. Oui, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. C'est un peu donner les outils pour justement s'orienter dans la jungle des rapports RSE, labels, etc. Et puis aussi les bonnes questions à se poser. On a, je pense, beaucoup de signataires qui ont abordé la question, qui ont envie de se poser des questions, mais qui n'ont pas forcément les outils. Donc notre but est de leur permettre de se poser les bonnes questions. Et au-delà de simplement les étudiants, en fait, ça permettra aux autres de se poser les bonnes questions en voyant que les étudiants se les posent. Oui, et manifestement, ça marche puisque vous êtes... on vient vers vous pour vous recevoir et pour discuter avec vous. Vous avez également fait des émules à l'étranger avec votre manifeste. Je pense que certains autres étudiants, vous me parliez de l'Allemagne, la Suède, ont pris exemple sur votre manifeste et l'ont fait dans leur pays. Oui, alors le texte est suffisamment large pour que des étudiants au moins européens s'y reconnaissent assez facilement. Donc en Suède, il a été lancé en décembre et il a à peu près autant de signataires qu'en France proportionnellement à la population de la Suède. Et puis on se lance peu à peu en Allemagne, au Royaume-Uni. Ça dépend un peu de la mobilisation des équipes sur place. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de retours de l'étranger que ça a intéressé. Alors Claire, vous, l'objectif, c'est quoi ? C'est de manifester tous les vendredis ? Oui, alors en fait, tous les vendredis, on porte une revendication différente sur un secteur différent. La première semaine, par exemple, on demandait la déclaration d'un état d'urgence climatique avec l'inscription dans la Constitution de la nécessité de la protection de la nature et de l'environnement. Cette semaine, nos revendications portent sur l'agriculture, sur la nécessité, pareil, de revoir la façon dont l'agriculture en général fonctionne, enfin pas en général, mais que le modèle intensif n'est pas soutenable, qu'il détruit les sols, etc. Et que même d'un point de vue égalitaire, tout le monde devrait pouvoir avoir accès à une nourriture biologique. Donc voilà, toutes les semaines, on porte une revendication différente. Et voilà, en fait, le principe, c'est qu'on manifestera tant que le gouvernement ne prendra pas des décisions fortes. Ça peut paraître utopique, mais je pense qu'il faut continuer sur cette lancée et demander que oui, des mesures claires soient prises. Brune Poisson était sortie pour échanger avec nous, mais en fait, eux proposaient que une centaine d'étudiants présents là à la manifestation entrent dans le ministère. Et en fait, nous, ce qu'on voudrait, le gouvernement prône tant un grand débat. En fait, nous, on veut aussi un débat, mais dans des conditions publiques qui soient pas imposées par eux et qui soient complètement transparents. Donc, on a refusé cette première approche. Un débat que vous pouvez vous-même organiser, justement, dans le cadre du grand débat national. Je termine toujours avec une interview dans l'interview. C'est l'interview déclic et c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir en débutant vos études ? Engagez-vous.
engage-toi, je sais pas. Et mais finalement, vous êtes engagé, vous n'avez pas eu besoin de ce conseil finalement. Oui, c'est vrai que j'aurais aimé là, mais peut-être plus tôt. Il y avait plein de choses à faire avant que je commence à m'engager. C'est-à-dire plutôt, vous êtes engagé à quel âge ? Ça fait un an environ, vraiment. D'accord, vous auriez souhaité peut-être, vous dites que peut-être ça aurait pu commencer plus tôt et que vous auriez déjà pu réaliser des choses avant. Ouais, sûrement. Le ou la mentor que vous aimeriez avoir pour débuter votre vie active ? C'est un concept très anglo-saxon, mais si vous pouviez choisir un mentor pour vous accompagner dans le début de votre carrière ? Je sais pas, tous mes mentors sont morts. Justement, ce serait qui par exemple, si vous pouviez ressusciter quelqu'un ? Je sais pas, un philosophe, Socrate au hasard. Corentin, vous avez une idée ? Moi, je suis très fan j'essaie de retrouver son nom depuis tout à l'heure. Gaël Giraud. Ah oui, il est possible de le rencontrer. C'est possible de le rencontrer, j'ai déjà vu aussi. Mais grand économiste. Un très grand économiste et quelqu'un de très apaisant aussi dans la jungle de tous ces bouleversements environnementaux. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si si les gens autour de moi n'avaient pas eu le déclic avant moi, je pense que on ne se crée pas tout seul et je pense qu'autour de moi, j'avais la chance d'avoir des amis très engagés et très éclairés. Corentin ? Ouais, je dirais aussi la même chose. Des amis assez variés, surtout, qui permettent de s'ouvrir à pas mal de sujets et d'envisager le monde sous différents angles. Une qualité essentielle pour s'engager ? La détermination ? L'espoir. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir et qui ne savent pas comment ? Je leur dis, allez voir localement, allez voir autour de vous. Il y a sûrement dans les lycées, dans les facultés, des associations qui existent déjà et qui demandent des nouvelles personnes. Finalement, pas besoin de chercher les grandes structures au début et ensuite élargir, mais voilà, se focaliser sur ce qu'il y a déjà autour de soi et puis après élargir. Corentin ? Je dirais exactement le contraire. Non, dans le sens où, justement, essayer de se demander aussi ce qu'on peut apporter de nouveau à tout ce qui existe déjà. C'est pas le contraire, vous complétez. C'est pas le contraire, oui, je complète. Non, mais c'était pour rebondir. Non, mais dans le sens aussi où se dire qu'il y a vraiment des trucs à faire, c'est-à-dire que souvent, ce que j'ai essayé d'expliquer au début, on se dit il y a un énorme problème systémique, je sais pas par où tirer la ficelle. En fait, il y a 1000 endroits où la tirer et il y a plein d'endroits où personne n'est encore positionné et on peut aller faire ça. Et il y a énormément de quoi faire. Il y a tout le monde à changer, donc autant vraiment, il y a du travail pour tout le monde. Où peut-on prendre des nouvelles de Youth for Climate ainsi que du manifeste et de vos prochaines actions ? En ligne, sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. On comptabilise plus de 100 villes qui sont mobilisées en France et qui préparent une grève de grande importance le 15 mars. Vraiment, oui. Et ainsi que effectivement tout ce qui suivra les vendredis consécutifs, puisque l'idée évidemment c'est de continuer, c'est de faire ça dans un rythme régulier. Corentin ? Pareil, sur les réseaux sociaux, on a une page Manifeste étudiant pour un réveil écologique et en fait on envoie des mails d'information régulièrement à nos signataires. Donc le plus simple, c'est de signer le texte. Donc il faut être étudiant. Mais sinon, en général, on publie aussi ces mails sur notre page Facebook. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Corentin, merci Claire. Et très très bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés avec Corentin Bizot et Claire Renaud. J'attends vos commentaires sur iTunes, sur Twitter. Et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur notre compte Twitter, @ipositif au pluriel pour toutes les infos. À très vite pour un nouvel épisode.